Merci de nous rejoindre sur DRTV. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce mercredi est essentiellement marquée par le séjour du chef de l'État dans le département de la Bouenza. Les différents reportages sont à suivre dans cette édition. Et puis les droits des veuves au cœur d'une rencontre organisée à Brazzaville, l'on retiendra que la situation des veuves est encore à déplorer. À suivre enfin la réflexion de la rédaction à l'occasion de la célébration de la fête de la République ce jeudi 28 novembre. Nous démarrons par ces nouvelles du chef de l'État. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a inauguré le mardi 26 novembre l'usine de traitement et d'exploitation du minerai de cuivre de la Soremi, située à Banza, dans le district de Fouati, département de la Bouenza. Cette usine a une capacité de production de 15 000 tonnes de cathodes de cuivre par an. En coupant le ruban symbolique et en dévoilant la plaque inaugurale, le président de la République écrivait là une histoire. C'est pour la première fois que le Congo exploitait le cuivre. C'était la cérémonie d'inauguration de l'usine des polymétaux de Soremi et le président de la République a eu droit à une visite des lieux, question de se faire une idée de ce qui se fera ici. De granulométrie. Ensuite, il y a un chargeur par le bas. Là, c'est au premier module où se fait le concassage des minerais. Et par ici, c'est la dernière unité dans la phase de production. C'est l'unité de récupération des cathodes de cuivre. Vous allez appuyer sur ce bouton-là. Les cathodes vont commencer à se détacher. C'est où? En haut. Denis Sassou Nguesso a bien évidemment actionné le bouton et ces cathodes de cuivre se détachaient pour la joie de tous. De Denis Sassou Nguesso en premier, qui n'a pas manqué de féliciter ceux qui se sont impliqués. Pour le fonctionnement de l'usine jusqu'à la récupération. Félicitations. Mais avant d'arriver à cette étape, l'assistance s'était retrouvée ici pour ce côté discours. Et Pierre Obar, le ministre des Mines et de la Géologie, a fixé l'opinion sur la capacité productive de Soremi. La production effective de l'usine, après les essais, est de 15 000 tonnes de cuivre par an. Le produit fini est expertisé par Veritas, société habilitée en la matière par le gouvernement congolais, contrôlé par les douanes, transporté au port autonome de Pointe-Noire pour l'exportation. Et l'usine est en phase de développement. 4 phases sont prévues, dont celle qui portera aussi à l'exploitation du zinc. L'usine est en plein montage. Autre aspect évoqué ici, le respect de l'environnement. Préalablement au démarrage de la production, la société a déjà obtenu le certificat de conformité environnementale. Et conformément à la réglementation en vigueur, nous avons mis en place un comité de suivi environnemental et social. Un peu pour lui rendre hommage, un tableau en cuivre est offert au président de la République. Un message bien clair. Ici, nous produisons le cuivre. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a ensuite procédé à la connexion du district de Fouati au réseau électrique national. Un acte qui vise à changer positivement l'image des villes et villages du Congo, tout bien considéré. Après la mise en service officielle de l'usine de polymétaux de la Soremi, le président de la République a procédé à la connexion du district de Fouati ce 26 novembre 2019, qui sera suivi très prochainement du district de Bokosongo au réseau électrique national. C'est un acte qui répond à la volonté du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, d'accroître le taux d'accès des populations à l'électricité en vue d'améliorer leurs conditions de vie et de travail.
Il faut dire que ce projet cher au chef de l'État a été financé presque entièrement sur ses fonds propres et vise à terme une couverture de tous les sous-préfectures des départements du Congo. Dans son allocution, le ministre en charge de l'énergie, Serge Blaise Zoniaba, profite pour prodiguer quelques conseils aux populations. À présent, les populations, les habitants de Mfouati peuvent goûter aux délices du courant électrique, initier de nouvelles activités génératrices de revenus et voir leur quotidien s'améliorer. Je voudrais cependant d'ores et déjà attirer leur attention sur le mode de consommation de cette denrée en prodiguant quelques conseils simples à observer. La contribution de la présidence de la République a été déterminante pour permettre l'accès à l'électricité ici. Cela ne signifie pas que le courant est gratuit. Pour ne pas être surpris par les factures et confondre surconsommation et surfacturation, il faudra que mes parents de Mfouati et ceux de Boko-Songo plus tard apprennent à éteindre les ampoules pendant la journée et à les éteindre la nuit quand il n'y a personne dans une pièce. Très satisfaits de voir leur localité désormais éclairée, les habitants se sont exprimés en ces termes. Nous sommes tous réjouis, dans la mesure où ça fait belle lurette que les sous-préfectures n'étaient jamais connectées en électricité et en eau. Et voilà pourquoi pour ce bijou, nous félicitons le chef de l'État, les efforts qu'il est en train de fournir pour avoir éclairé les chefs-lieux dans presque tous les départements. C'est pour une première fois qu'on a le courant dans le district, donc ça ne peut que nous réjouir. Je félicite beaucoup le chef de l'État. Je sais que prochainement, il va faire plus que ça. Après les doubles cérémonies de Banza à Fouati, le président de la République s'est également entretenu dans la soirée du mercredi avec les parlementaires cadres et sages originaires du département de la Bouenza. La rencontre s'est déroulée dans sa résidence de Madingo en présence du Premier ministre et de quelques membres du gouvernement. Et c'était mardi dans la soirée. Suivez. Après les mots liminaires du préfet du département de la Bouenza, Jules Mokalantsoumo, et du président du collectif des parlementaires de la Bouenza, le vénérable Nzaba Babela, le deuxième secrétaire du bureau du Sénat, le vénérable Yeli Kissa, a délivré le message de l'ensemble des élus de ce département au chef de l'État. Dans son propos, le porte-parole des parlementaires n'a cessé de saluer la grande portée économique et sociale de la mise en service officielle de l'usine de traitement et d'exploitation du minerai de cuivre de la Soremi et de la connexion ce 26 novembre 2019 du district de Mfouati au réseau électrique national. Deux événements visibles et perspectives à 48 heures de la célébration le 28 novembre de la journée de la République. Des patrimoines industriels de la Bouenza qui viennent se greffer à la mise en service par le chef de l'État en novembre 2017 à Yamba de la cimenterie Dangote, toujours dans la Bouenza. Des avancées économiques rendues possibles grâce au climat de paix et de tranquillité qui règne dans la Bouenza, a souligné le vénérable Yeli Kissa. Considéré jadis comme le grenier du Congo, le département de la Bouenza entend jouer sa partition dans le processus de la diversification de l'économie nationale. Enfin, les fils de la Bouenza qui ont exprimé leur profonde gratitude au chef de l'État pour sa constante attention vis-à-vis de leur département ont exhorté Denis Sassou Nguesso à poursuivre ses efforts de maillage des localités du département en énergie électrique, ainsi qu'à la promotion de la responsabilité sociétale des entreprises opérant dans la Bouenza. Donnant réponse aux propos de ses interlocuteurs, dans un échange franc et direct, le chef de l'État a interpellé l'ensemble des Congolais à travers les fils de la Bouenza sur les sujets liés au développement de l'agriculture, mais surtout aux anti-valeurs maintes fois décriées par le président de la République. Comment améliorer le panier de la ménagère congolaise lorsque près de 70% de la population du pays délaisse la campagne pour se concentrer à Pointe-Noire et Brazzaville, ainsi que dans la plupart des chefs-lieux des départements et districts, s'est interrogé le chef de l'État. Nous voulons diversifier l'économie et en passant par le développement de l'agriculture et de l'agro-industrie. Là se pose le problème de l'agriculture chez nous. Et il n'y a plus de bras valides à l'intérieur du pays. Et les terres sont abandonnées. Et c'est une sérieuse question. Donc,
Il ne suffira pas seulement dans le discours politique. Je parle aussi aux parlementaires, je suis vos débats, panier de la ménagère, etc. Mais il faut poser la question de savoir qui produit. Qui va produire pour les populations qui se sont regroupées dans les grandes villes et ont abandonné le reste du pays. Les cadres congolais qui pensent que les aliments ne sont pas suffisants dans les marchés congolais développent un débat superficiel, a poursuivi Denis Sassou Nguesso. Réagissant aux propos du chef de l'État, Pascal Tsati Mabiala, natif de la Bouinza, qui a fait partie de la délégation, pense que la rencontre n'a pas traité des questions politiques, mais plutôt de la conjugaison des efforts de tous afin de redorer son blason d'antan au Congo. Réagissant aux propos du chef de l'État, l'honorable Pascal Tsati Mabiala, natif de la Bouinza qui a fait partie de la délégation, pense que la rencontre n'a pas traité des questions politiques, mais la conjugaison des efforts afin de faire redorer au Congo son blason d'antan. Nous étions, il y a une trentaine, avant l'indépendance, et même dans les premières années de l'indépendance, le Congo est un pays exportateur de produits agricoles. Nous sommes arrivés à Paris, en France à l'époque, on achetait les mangues de l'Udima, on achetait la pomme de terre de Djambala. Aujourd'hui, vous allez à l'extérieur, vous n'achetez rien, vous ne voyez rien du Congo. Donc, on a voulu parler de tout ça. Et puis, bien sûr, l'événement du jour, l'inauguration de l'usine de Soremi, qui, pour la première fois, va transformer le produit local. Parce qu'avant, c'était juste l'exportation du cuivre. Là, on va fabriquer des plaques de cuivre, vous avez vu. Donc, c'est déjà quelque chose de parfait. En tout cas, qu'on n'en a pas parlé dans les antivaleurs. L'État doit sanctionner. Il faut que les Congolais, jeunes, vieux, aient peur de l'État. Avant, on ne pouvait pas. Je n'imaginais pas qu'un citoyen vienne prendre un lampadaire. C'est pas possible. Autre nouvelle dans cette édition, le gouvernement des États-Unis à travers l'Agence américaine pour le développement international et celui de la République du Congo, représenté par le ministère du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, ont signé un accord de subvention pour la gestion durable des ressources forestières et de la biodiversité. Cet accord permettra de contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans le Plan national de développement 2018-2022 à travers ces deux piliers, à savoir la diversification de l'économie et la valorisation du capital humain. Suivi. Cet accord qui vient d'être signé entre le Congo, représenté par le ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, et l'Agence américaine pour le développement international, représenté par son directeur du bureau régional Afrique centrale, d'un montant de 25 millions de dollars sur une durée de 5 ans. Cette subvention va soutenir la conservation de la biodiversité, la gestion durable des ressources forestières et le développement de l'entrepreneuriat dans le secteur de l'économie verte. Cet accord de subvention décrit les objectifs d'un partenariat pour le développement entre le gouvernement des États-Unis et celui de la République du Congo. L'accord porte notamment sur la gestion durable des forêts, la conservation de la biodiversité, la promotion de l'économie verte à travers le tourisme et la création des emplois. La valeur de cet accord est estimée à environ 5 millions de dollars par an pour une durée initiale de 5 ans. Donc au total, 25 millions de dollars américains. Les éventuels résultats attendus de cet accord de subvention sont d'abord la création d'entreprises et d'industries basées sur des modèles économiques durables qui soutiennent la conservation de la biodiversité et réduisent la destruction des forêts. Il est important de souligner que ce programme d'appui au développement de l'économie des aires protégées, qui vise à la diversification de l'économie à travers l'agroforesterie et l'écotourisme, épouse les contours du troisième axe du plan national de développement 2018-2022, déjà en cours d'exécution.
Présenter et consolider les bonnes pratiques du gouvernement en matière de protection des réfugiés, ainsi que solliciter l'implication des acteurs dans la recherche des solutions à apporter aux résultats attendus du pacte mondial pour les réfugiés. Tel est le sens à donner à la réunion préparatoire élargie dans le cadre du Forum mondial sur les réfugiés qui se tiendra dans les prochains jours à Genève, en Suisse. Un reportage Justin Bambaka. Il s'agit ici de la réunion préparatoire élargie dans le cadre du Forum mondial sur les réfugiés qui se tiendra à Genève en Suisse en décembre prochain. À ce forum, il sera examiné entre autres la question d'alléger le fardeau des États en impliquant les différents acteurs de la société civile dans la gestion des réfugiés, bien que la protection des réfugiés ressort de la responsabilité des États. Ici, il est donc question de présenter et consolider les bonnes pratiques du gouvernement de la protection des réfugiés, mais aussi de solliciter l'implication de tous les acteurs dans la perspective des réponses aux attentes du pacte mondial pour les réfugiés. Depuis 2015, on assiste à une poussée migratoire sans précédent à travers le monde. 70 millions de personnes en situation de déplacement, plus de 20 millions de réfugiés, plus de 2 millions de demandeurs d'asile et plus de 40 millions de déplacés internes à travers le monde. Des chiffres alarmants qui inquiètent et interpellent, d'où le traitement de la question des réfugiés de façon inclusive. Sir Modeste Kwame, le représentant du HCR au Congo, nous parle de la situation actuelle des réfugiés au Congo. Nous sommes aujourd'hui autour de 60 000 réfugiés demandeurs d'asile en République du Congo. Le grand groupe constitué toujours par les réfugiés centrafricains, suivi par les réfugiés de la RDC, et quelques Rwandais exemptés. Et vous savez qu'ici en République du Congo, nous avons les réfugiés demandeurs d'asile de 23 nationalités. 23 nationalités constituent nos réfugiés et la situation est que nous sommes en train de mettre en œuvre les solutions durables. Et voyez-vous, il y a un mouvement de retour des réfugiés centrafricains. Et pour cette année seulement, nous avons déjà rapatrié plus de 5 000 centrafricains. Depuis l'année passée, j'avais plus de 3 500. Et donc nous allons continuer cela pour le rapatriement des réfugiés centrafricains. Et les réfugiés RDC aussi ont demandé à partir. Nous allons avoir des réunions tripartites pour préparer aussi le départ des réfugiés RDC. Mais soyez sûrs qu'il y en a qui vont décider de rester ici. Le respect des règles. Le Congo, pour rappel, fournit des efforts pour que les objectifs du pacte mondial sur les réfugiés soient atteints. Après avoir rencontré les partis politiques de la majorité et de l'opposition, ce mercredi, le Conseil national du dialogue a eu une séance de travail avec l'élite congolaise. Les tenants et aboutissants de cette séance de travail dans ce reportage signé Irma Oko Nziou. C'est une rencontre qui a permis aux membres du Conseil national du dialogue d'expliquer en long et en large les missions que s'est assignée cette institution à l'élite congolaise. Parmi ces missions, celle d'impliquer le peuple souverain dans la gestion du pouvoir. Au cours de ces échanges, les chercheurs, les écrivains, les journalistes et autres acteurs au développement ont émis le souhait de voir le Conseil national du dialogue mener une mission d'apaisement dans la vie quotidienne, mais également poursuivre l'intérêt général de la nation. Il était nécessaire que nous ayons une approche des questions majeures qui se posent à notre pays de la part des intellectuels. Le groupe de travail est chargé, de répertorier toutes les questions qui ont été soulevées lors de la rencontre de travail. Deuxièmement, de mettre en forme et de classifier les problèmes, puis de rédiger la fiche synthèse qui fera partie du grand livre blanc que nous allons rédigé pour le secrétaire permanent. Il nous reste une composante, ce sont les organisations professionnelles, c'est-à-dire tous ceux qui créent la richesse économique dans notre pays. Jusqu'à présent, c'est rarement qu'on ait associé cette catégorie à ce qui se fait comme concertation dialogue. Et nous pensons qu'il est nécessaire d'aller vers cette catégorie, cette composante, pour avoir le point de vue de ses compatriotes. À l'issue de la rencontre, des groupes qui auront pour mission d'élaborer des fiches synthèse de la dite réunion. Le dialogue serait le moyen le plus efficace et durable pour le développement du pays. À titre d'illustration, le Rwanda s'est reconstruit grâce au dialogue, a indiqué Joseph Christian Djingabubanga.
à ces points précis. Autre nouvelle dans ce journal, malgré toutes les dispositions prises par les pouvoirs publics dans le but de protéger les droits des femmes après le décès de leur conjoint, beaucoup de veuves, hélas, subissent encore des pressions, parfois même des sévices au nom de nos us et coutumes. La peur de la sorcellerie et la nécessité de protéger leurs enfants font que bon nombre d'entre elles se laissent faire et souffrent en silence. La violation des droits des veuves a fait l'objet d'un échange ce mercredi en marge de la célébration de la journée internationale des violences faites à l'égard des femmes. Retrouvons une fois de plus Irma Oko. À l'occasion de la journée internationale de l'élimination des violences à l'égard des femmes, célébrée le 25 novembre de chaque année, les veuves du Congo n'ont pas dérogé à la règle. Au regard de la maltraitance dont elles sont de plus en plus victimes, elles se sont levées pour faire un plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Ce mercredi, au cours d'une rencontre sous l'impulsion de l'Union européenne, elles ont interpellé les pouvoirs publics afin que la veuve ne soit plus cette femme qui subit. Les veuves ont également attiré l'attention de l'État à prendre une mesure sur la réforme visant purement et simplement l'abolition sur l'interdiction de tous les rites de veuvage et pratiques néfastes coutumiers mises en œuvre par la belle famille contre la veuve. En vue de garantir, d'une part, l'égalité des droits fortement reconnus dans les institutions juridiques nationaux telles que la Constitution de 2015, le Code de la famille en vigueur, dans la Charte des droits et libertés et dans les instruments internationaux, parmi lesquels la Convention de l'ONU relative aux droits de la femme et de la Charte africaine des droits de la femme. La BAD, traduisait Banque africaine de développement, a organisé ce mercredi l'atelier relatif à l'évaluation de la performance du portefeuille pays. Cette revue annuelle permet d'évaluer, on va dire, le niveau d'exécution des projets de la BAD au Congo. C'était en présence de Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas, ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale. Armel Christian Zinganyoko. C'est dans le souci permanent de la Banque africaine de développement d'assister le Congo à atteindre ses objectifs de développement à travers une mise en œuvre efficace des projets qu'elle finance que s'inscrit cette revue conjointe du portefeuille. Moment d'échange sera entre les représentants du gouvernement, les coordonnateurs des projets, les spécialistes, les experts, partenaires internationaux et les économistes de la Banque africaine de développement en vue d'identifier les problèmes qui freinent l'exécution de certains projets, faire le suivi des recommandations de la dernière revue et enfin émettre des propositions pour la gestion des projets en cours. Le ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, gouverneur de la Banque africaine de développement pour le Congo, ouvrant les travaux. Cet exercice, outil de bonne gouvernance, épouse parfaitement la promotion des valeurs de performance de l'action publique à travers une évaluation régulière du travail accompli. Au 30 septembre 2019, le portefeuille de la BAD au Congo comprend 6 opérations uniquement du secteur public avec un total d'engagement estimé à 203,14 millions d'unités de compte, soit l'équivalent de 276,94 millions de dollars. La répartition sectorielle du portefeuille indique une prédominance des infrastructures de transport, 72%, suivi des télécommunications, 5% de la gouvernance, 7% de l'énergie et du social. La Banque africaine de développement a été représentée par l'émissaire du directeur général de la région Centre, lequel a renouvelé sa volonté d'accompagner le Congo. L'économiste résident de la BAD au Congo, Antoine-Marie Sietioy, est quant à lui revenu sur les différents projets du portefeuille de la banque nécessitant une attention particulière. Le projet CAB, Central African Backbone, le projet d'appui à l'amélioration du climat, des investissements et de la gouvernance, forêt et bois, le projet d'électrification rurale au Congo sont parmi les concernés. Le document de stratégie pays DSP 2018-2022, cadre de coopération de la BAD avec le Congo, s'inspire des principaux axes du PND 2018-2022. La gouverneure de la BAD s'en explique. On l'écoute. Le DSP 2018-2022
s'articule autour de deux piliers complémentaires suivants. Pilier 1, promouvoir les chaînes de valeur agro-industrielles. Pilier 2, renforcer le capital humain et la gouvernance. Par ailleurs, par ces temps d'amenuisement des ressources de l'État et d'entrée en programme avec le Fonds monétaire international, le gouvernement sait pouvoir compter sur la BAD afin qu'elle mobilise plus de ressources par ses différents guichets ou par effet de levier, avec pour effet d'accompagner plus efficacement encore le Congo dans sa marche vers le développement. Je profite de cette tribune pour saluer la confirmation de la BAD d'octroyer une enveloppe globale de financement à la République du Congo de 2 milliards de dollars, environ 1191 milliards de francs CFA, incluant en 2019 deux opérations majeures. L'appui budgétaire de 150 millions d'unités de compte, soit près de 120 milliards de francs CFA, le projet de développement intégré des chaînes de valeur agricoles au Congo, PRODIVAC, qui vient d'être validé par le conseil d'administration de la BAD ce 21 novembre dernier pour 92 millions d'euros, soit environ 61 milliards de francs CFA. Avant de nous séparer, parlons enfin de cette date historique, celle du 28 novembre 1958, date anniversaire de la proclamation de la République. Pour l'histoire, le 28 novembre 1958, exactement une année, 9 mois avant qu'il n'accède à sa souveraineté, l'ex-territoire du Moyen Congo sous la colonisation s'émancipait pour devenir une république, la res publica, c'est-à-dire la chose publique. À ce 28 novembre 2019, une cérémonie officielle sera organisée à la place de la République, ex-rond-point CCF, sous le patronage du président de la République. La République du Congo célèbre ce jeudi 28 novembre la journée de la proclamation de la République. Longtemps placée dans les oubliettes, la date du 28 novembre 1958 est désormais célébrée depuis le 2010. Pour rappel, la République du Congo fut proclamée le 28 novembre 1958 à Pointe-Noire, alors capitale administrative et politique, par Christian Dialé, président de l'Assemblée territoriale du Moyen Congo, à 11h30. Cette proclamation de la République ne s'est pas faite sans heure. Au même moment de la proclamation de la République, l'abbé Fulbert Yulu était investi Premier ministre, chef du gouvernement provisoire de la République du Congo. Ce jeudi, jour férié, de nombreux Congolais sont invités à investir le rond-point de l'ex-CCF, Institut François, débaptisé Place de la République, pour commémorer cet événement avec les autorités du pays. Merci de votre attention. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve ce 28 novembre à la même heure, s'il plaît à Dieu. À bientôt.